à toutes et à tous. Bienvenue dans cette réunion de révision du plan de prévention du risque inondation de la commune de Berlétan. Nous allons être ensemble pendant une petite heure et demie. La réunion ne dépassera pas 19 heures, je pense. Et cette réunion va se dérouler en deux temps. Nous allons avoir un premier temps durant lequel des intervenants de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône nous présenteront la révision du plan de prévention. Et puis un deuxième temps où nous répondrons aux questions que vous nous aurez posées. Et je vous rappelle que pour nous poser les questions, pour nous envoyer les questions tout au long de l'émission, vous avez deux façons de procéder. La première, c'est soit de vous servir du chat qui se situe à côté de votre fenêtre, de la fenêtre de vidéo. Il y a un petit chat et il suffit de rentrer des messages. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous pouvez aussi nous envoyer des SMS directement. C'est un coût d'une communication locale, hein, ce n'est pas un numéro surtaxé. Et le numéro du SMS que je rappellerai pendant l'émission, c'est le 06 17 13 13 00. Je répète, 06 17 13 13 00. Voilà. Eh bien écoutez, sans plus attendre, nous allons passer à la séquence suivante et je vais donner la parole dans quelques instants à Julien Langumier et moi je reviendrai tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce format qui est relativement atypique. Cette réunion publique dématérialisée avait été prévue dans un format classique de réunion publique en commune, en présentiel. Les consignes sanitaires qui se prolongent ne nous ont pas permis de tenir ce rendez-vous qui est classique dans l'élaboration d'un plan comme un plan de prévention des risques inondations. Et voilà pourquoi, sans attendre la fin de ces restrictions sanitaires, nous avons souhaité partager avec vous dès à présent le projet du plan de prévention des risques inondations qui fait l'objet d'une révision à présent. L'objectif de la concertation, c'est à la fois pour nous de vous présenter la révision de ce plan de prévention des risques, de vous apporter des informations pour bien comprendre les enjeux de cette procédure. Je le dis, on est dans un niveau d'avancement où on a déjà réalisé des études techniques qu'on va vous présenter aujourd'hui, où on a déjà discuté un peu en détail avec la commune, avec la métropole, des conséquences de ce plan. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement les services de la commune pour leur participation à cette association, à l'élaboration de la révision du plan de prévention des risques inondations. Donc voilà, premier temps, un temps vraiment d'explication de notre part sur les grandes pièces du plan de prévention des risques inondations, à la fois ce qu'on appelle la carte d'aléa, c'est-à-dire la carte de la zone inondable. Vous le verrez, elle évolue un petit peu par rapport au PPRI aujourd'hui en vigueur, et on viendra vous expliquer pourquoi cette carte évolue en particulier. Un deuxième temps qui sera vraiment sur le zonage et le règlement, qui sont vraiment les conséquences à la fois pour les projets nouveaux de construction, mais aussi des conséquences sur les mesures qui seront demandées sur les biens existants pour réduire la vulnérabilité. Alors voilà pour ce premier objectif de la concertation. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est que vous puissiez participer, nous poser des questions, nous formuler vos observations, vos remarques, voire nous interpeller sur un certain nombre de points. On va le faire, comme ça a été dit en introduction, aujourd'hui en séance par un chat, par des envois de questions SMS. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette phase de concertation qu'on ouvre aujourd'hui, on l'ouvre pour une durée de 2 mois. Et c'est le temps pendant lequel vous pourrez nous poser vos questions. Je donnerai à la fin de cette réunion une adresse mail qui est dédiée à cette concertation, qui nous permettra d'enregistrer l'ensemble de vos observations et surtout pour nous de vous apporter des réponses, y compris sur des sujets particuliers que vous voudriez partager avec nous. Donc voilà, ce deuxième objectif important, hein, évidemment, vous permettre de participer, de vous exprimer. Cette phase de concertation aujourd'hui, elle est
conduite par nos soins, c'est-à-dire par la maîtrise d'ouvrage du plan de prévention des risques inondations, mais elle a aussi pour vocation de préparer la phase d'enquête publique qui aura lieu au deuxième semestre de l'année et qui là, vous le savez, prévoit qu'un commissaire enquêteur vienne de manière indépendante recueillir vos observations et formuler en toute indépendance un avis sur ce plan de prévention des risques inondations. Donc pour nous, l'objectif est aussi que vous ayez les éléments en amont de cette enquête publique, que vous ayez déjà pu ouvrir une discussion avec nous, qui sommes responsables de la mise en œuvre de ce plan, de la révision de ce plan, avant bien évidemment que vous puissiez à nouveau porter vos observations, vos remarques, vos questions lors de l'enquête publique. Notre présentation va s'articuler à deux voies. On a aussi préparé des petits films. Clément Gastaud prendra la suite et je reviendrai en conclusion. Ce que je voulais dire, moi, au niveau introductif, c'est d'abord rappeler le cadre un peu général dans lequel s'élaborent les plans de prévention des risques. Si on revient sur les grands textes de loi qui ont fondé cet outil, il faut revenir au texte de loi de 1982 qui crée une forme d'équilibre, et c'est pour ça qu'on a représenté une poignée de main sur cette diapositive. Équilibre entre, d'une part, un système d'indemnisation qui est assez généreux en France face aux catastrophes naturelles majeures, qui est un système d'indemnisation qu'on qualifie souvent de solidaire. Solidaire, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un fonds financier commun qui est abondé par l'ensemble des contrats d'assurance habitation et automobile, qui fait qu'au lendemain d'une catastrophe naturelle importante, c'est sur ce fonds que les compagnies d'assurance vont financer les indemnisations. Ce système permet à la fois des indemnisations rapides, plutôt généreuses, mais le pendant de ce système, si vous êtes aujourd'hui bien couvert contre un risque d'inondation suite à une catastrophe majeure, le pendant de ce système, pour qu'il reste à l'équilibre financier, c'est bien d'éviter d'augmenter de manière trop importante les nouveaux enjeux exposés dans les zones à risque. Et donc, le premier objectif du plan de prévention des risques va être de maîtriser l'urbanisation future dans les zones à risque et également d'essayer de réduire la vulnérabilité des biens déjà présents, présents et exposés au risque d'inondation. Alors peut-être, diapositive suivante, j'anticipe une question que vous poserez sans doute. Pourquoi réviser le plan de prévention des risques d'inondation de Berre? En effet, un plan de prévention des risques est déjà en vigueur, il a été approuvé en 2001. Alors, plusieurs raisons nous ont amenés à procéder à la révision de ce document. Tout d'abord, la connaissance a évolué en fait. Nous avons conduit une étude sur le bassin versant de l'Arc. C'est le syndicat de rivière qui a conduit cette étude que nous avons reprise et que nous avons adaptée au format attendu aujourd'hui pour l'élaboration d'un plan de prévention des risques, car il y a un décret qui est assez récent, qui date de juillet 2019, qui précise les modalités d'élaboration des plans de prévention des risques. Vous le verrez, Clément Gastaud va revenir sur ce point-là. La méthode a un petit peu évolué sur la manière de construire ce zonage de prévention réglementaire. Les principes de prévention, notamment, demandent à ce que, dorénavant, même quand les hauteurs d'eau sont relativement faibles, dès lors qu'on est dans une zone peu ou pas urbanisée, on applique un principe d'inconstructibilité pour préserver les champs d'expansion de crues et les zones inondables non bâties. Ensuite, l'autre enjeu pour nous, c'est bien sûr d'apporter une réponse qui soit homogène sur le département. Et on est dans des élaborations de plans de prévention des risques sur le bassin versant de l'Arc, également sur d'autres communes. Et donc il était important pour nous de ne pas conserver des documents anciens qui apporteraient des règles différentes que celles qui sont édictées aujourd'hui. Donc voilà, on vise cette homogénéisation des pratiques réglementaires. On va y revenir, vous le verrez, le plan de prévention des risques, il est constitué d'un rapport de présentation qui est un élément pédagogique, qui n'est pas un document opposable, et puis de deux pièces opposables, un zonage réglementaire et un règlement. Et donc c'est autour de ces trois documents qu'on va venir structurer notre présentation. Bien sûr, c'est ces trois documents que vous retrouverez dans le dossier qui est déposé dès à présent en commune et que vous pourrez consulter, dossier qui figure aussi en ligne sur Internet. On indiquera le site
Et vous pouvez aussi consulter en ligne, évidemment, ces 3 documents. Alors, pour introduire un peu la suite de la présentation, qui va rentrer dans quelques aspects un petit peu techniques, mais qu'on va essayer de vulgariser le plus possible, le plan de prévention des risques, finalement, repose sur plusieurs séquences d'élaboration. Un premier travail sur l'aléa. Quand on parle d'aléa, en fait, on cherche à caractériser la zone inondable. Alors, on cherche à la fois à définir l'enveloppe de la zone inondable, quelle est l'extension des débordements de l'Arc, mais également on va qualifier au sein de la zone inondable si les hauteurs d'eau sont importantes, s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de vitesse, et c'est en fonction de ces paramètres-là qu'on va réussir à stabiliser une carte d'aléa. Deuxième élément, une carte de l'occupation des sols. On va distinguer notamment les zones urbanisées des zones qui ne sont aujourd'hui peu ou pas urbanisées, et c'est ce qu'on appelle la carte des enjeux. Et puis en croisant ces 2 cartes, on va réussir à définir le zonage réglementaire avec un règlement qui est associé à ce zonage qui donne les règles du jeu de l'application de ce zonage. Voilà pour les grandes étapes, et Clément Gastaud va revenir sur chacune de ces étapes qui jalonnent l'élaboration du plan de prévention des risques. Il ne manquera pas de souligner les différences avec le document existant, mais en amont de cela, peut-être pour se remettre dans un contexte parfois tumultueux lorsque on a des dépressions qui touchent le département avec des épisodes pluvieux extrêmement importants, on voulait partager avec vous le visionnage d'événements historiques rapportés par des journaux télévisés. On n'a pas retrouvé de documents historiques véritablement audiovisuels sur la commune de Berlétan. Par contre, on a des éléments sur des débordements de l'Arc, la crue de 1993, qui a touché le bassin versant un peu plus à l'amont de Berre, notamment sur le secteur d'Aix-en-Provence, pour se remettre un peu dans la réalité des phénomènes auxquels on cherche à répondre à travers un document de prévention. Aussi, repartager avec vous la cinétique de ces phénomènes. Les pluies sont intenses sur des durées courtes, et elles font réagir les bassins versants dans des délais extrêmement courts, prenant parfois de court des dispositifs de gestion de crise ou de la préparation, de l'anticipation des différents événements qu'on a pu connaître. Donc on visionne 2 petits extraits de journaux télévisés de la crue de l'Arc de 1993, et ensuite Clément Gastaud reprendra la main sur la base de la méthodologie que j'ai annoncée, sans la développer, pour vous la décliner sur la commune de Berlétan. Bonsoir, le déluge sur la Provence, l'Ardèche et la Côte d'Azur depuis hier soir, premier bilan, 3 morts. Toute cette édition sera bien sûr consacrée à cet événement. Des centaines d'habitations évacuées, des routes coupées, et la météo n'est pas optimiste, ni pour ce soir ni pour demain matin. Les dégâts les plus impressionnants peut-être à Aix-en-Provence, où la cité a été littéralement coupée, isolée ce matin, entraînant bien évidemment d'énormes bouchons. En cours d'après-midi, la situation est redevenue quelque peu normale avec la réouverture de l'autoroute. Tout de suite à Aix-en-Provence, le point avec Jean-Louis Vincent et Christian Hentier. La consternation. Jamais, depuis 1892, Aix-en-Provence n'avait présenté un tel visage. Cette nuit, la Torve, une rivière d'habitude sans histoire, s'est brutalement enflée. Le niveau est monté jusqu'à 4 mètres de hauteur, balayant tout sur son passage. Votre voiture est égarée où exactement? Elle était à 10 mètres de là, sur la gauche, dans le recoin. Je pense qu'elle a été emportée puis calée sous l'arbre. Tandis qu'à la mairie, la cellule de crise coordonne les secours, la ville se réveille sous l'eau et sous la boue. Rues bloquées, chaussées inondées, du jamais vu à Aix-en-Provence. Dans ce quartier d'Ancagnane, le flot est monté à une vitesse impressionnante, comme à Vaison, il y a un an. En même pas un quart d'heure, tout était noyé. En même pas un quart d'heure, tout était noyé. Je me suis sorti in extremis là, j'avais de l'eau à la poitrine. Et heureusement que les deux portes coulissantes ont pété, autrement je restais dedans. Et personne ne me retrouvait. Dans ce garage Renault se trouvaient 200 véhicules. Lorsque l'eau est entrée, elle a tout balayé. Les voitures ont été soulevées comme des jouets. Ici, il y a pour 20 millions de francs de dégâts.
Nous sommes trouvés ici comme dans une cuvette, et les eaux arrivant de partout, c'est vraiment le désastre, c'est-à-dire c'est la catastrophe. Nous avons ici environ 200 voitures, toutes les voitures sont les unes sur les autres. Il faut regarder la force avec laquelle ça peut emporter quand même 1,5 tonnes là-dessus, la projeter là. Et à l'intérieur, vous verrez les voitures sur 3 étages, c'est-à-dire que la force de l'eau a été impensable. À l'extérieur, la ville est totalement paralysée. Tous les axes sont coupés. Ce matin, des milliers de véhicules se sont ainsi retrouvés pris au piège de l'autoroute A51. Cette nuit, 2 automobilistes ont trouvé la mort, noyés à l'intérieur de leur voiture. Depuis, l'autoroute est réouverte et nous ferons le point tout à l'heure avec Agnès Marchand en direct du CRIR. Depuis hier soir, bien sûr, des centaines de pompiers travaillent dans... inondé. Et puis, côté bilan, sachez que dans les Bouches-du-Rhône, 3 automobilistes ont péri noyés, que dans le Vaucluse, un septuagénaire a succombé à une crise cardiaque et que dans l'Ardèche, un conducteur de train a été tué lors du déraillement de son convoi. Pour l'heure, 700 personnes seraient sinistrées. Synthèse, Philippe Rochier. Un an, jour pour jour, après la catastrophe de Vaison-la-Romaine, l'orage a de nouveau frappé cette nuit. Dans le Vaucluse, les communes les plus touchées ont été Aubignan, Sarrian, Mazan et Monteux-Aubignan, où il a fallu évacuer plusieurs personnes. Beaucoup d'eau, comme on peut le voir ici à Vaison-la-Romaine hier soir, quelques dégâts et surtout beaucoup d'angoisse. Dans notre région, 4 personnes sont décédées cette nuit, 2 hommes pris au piège de leur voiture à Aix-les-Milles et Aix-Pont de l'Arc. Une jeune femme de 18 ans a été emportée par les eaux à Rognac et à Pertuis, c'est un septuagénaire qui a succombé à une crise cardiaque. À Pertuis, la crue du Lez a nécessité l'évacuation de 400 personnes du lotissement Le 7 de Barba. La caserne des pompiers a également dû être évacuée. Un train de marchandises a déraillé suite à l'effondrement du ballast. Le conducteur a été légèrement blessé. À Pertuis, toujours, les 1000 brebis et les 400 agneaux du troupeau de M. Bonneau qui revenaient de la montagne ont péri sous 1,50 m d'eau et de paille. La ville d'Aix et cette région semblent avoir été les plus touchées. Puis Ricard et Venelle ont été victimes des débordements des eaux de la Toulouse et à Mérargues, le petit cours d'eau qui traverse le village est monté jusqu'à 3 mètres, sortant de son lit pour atteindre 2 lotissements situés en bordure, dont celui abritant le peloton autoroutier de gendarmerie. 80 locataires ont dû être évacués. À Marseille aussi, on a dû procéder à des évacuations au quartier Chaillan. L'aéroport de Marseille-Provence a dû interrompre son trafic toute la nuit. Et l'accès à la ville était particulièrement difficile car autoroute et route étaient pour la plupart coupées ce matin. Le trafic ferroviaire pour sa part a subi des dégâts. 3 trains voyageurs ont été bloqués cette nuit, ils ont pu repartir à 6h30. La voie entre Marseille et Miramas est toujours coupée au niveau du tunnel de la Nerte. La voie Marseille-Aix qui était coupée cette nuit a pu être rétablie ce matin. Il subsiste cependant des problèmes au nord d'Aix en direction des Alpes. La voie ferrée est coupée à Venelle et un transfert se fait par autocar. Des intempéries qui ont nécessité l'ouverture immédiate d'une cellule de crise à la préfecture de région. Alors pour parler de celle-ci sur notre plateau, monsieur le préfet délégué à la sécurité et à la défense, monsieur Deschambon. Bonjour à tous et à toutes. Donc je pense qu'avec ces extraits de journaux télévisés, chacun est rappelé à la réalité de notre territoire et de son exposition au risque d'inondation. Alors c'est vrai que dans le département des Bouches-du-Rhône, nous avons eu la chance ces dernières années de ne pas connaître de catastrophes d'importance majeure. Mais je pense que nous avons tous en tête, par exemple, la tragédie qui a touché le département des Alpes-Maritimes cet automne avec la tempête Alex et qui est une réalité qui nous concerne tous. Donc je vais vous exposer la manière dont on a conduit cette révision, on conduit cette révision du plan de prévention des risques d'inondation de Berre et notamment la façon dont on arrive à la révision de son zonage réglementaire. Le premier point va concerner la manière dont on qualifie ce qu'on appelle l'aléa. L'aléa inondation, c'est tout simplement les caractéristiques physiques de la zone inondable, son étendue géographique, ses caractéristiques de hauteur et de vitesse. Alors, pour conduire ce travail,
la DDTM a missionné un bureau d'études spécialisé, qui est le bureau d'études SAFEJ, qui a conduit une étude hydraulique à l'échelle de l'ensemble du bassin versant de l'Arc, ce qui permet d'apporter une réponse homogène sur l'ensemble des communes du bassin versant. Cette étude hydraulique a fait l'objet d'ailleurs d'une diffusion avec un porté à connaissance à l'été 2016, de manière à ce qu'elle vienne d'ores et déjà permettre d'actualiser la façon d'instruire notamment les autorisations d'urbanisme. Donc le résultat de cette étude, c'est tout à la fois un rapport d'étude qui vient expliquer la totalité de la méthodologie, et également un ensemble de cartographies qui ont été diffusées à l'occasion de ce porté à connaissance. Alors, cette étude, elle est venue caractériser un événement de crue qui est particulier, que l'on appelle la crue de référence, qui va servir de base à l'élaboration de la révision de ce PPRI. Donc, qu'est-ce que cette crue de référence? C'est une crue qui est définie par la réglementation comme la plus forte crue connue, ou si cette crue est plus importante qu'une crue centenale. Donc, soit la crue centenale, soit la plus forte crue connue, si elle est supérieure à la crue centenale. Pour ce qui concerne le bassin versant de l'Arc, l'événement de référence, c'est la crue qui est générée par une pluie similaire à celle qui s'est produite pour les crues de juin 2010 dans le Var et qui est appliquée au bassin versant de l'Arc. Donc c'est la modélisation de cette pluie réelle de juin 2010 qui permet de qualifier l'aléa inondation de référence qui va servir de base à la révision de ce PPRI. On peut passer à la diapositive suivante. Cette diapositive vous présente cette carte d'aléa, donc la zone inondable, à laquelle est concernée la commune de Berre pour les débordements de l'Arc, pour deux événements. Tout d'abord, la crue de référence, ce sont les couleurs jaune, orange, rouge et rouge foncé, qui sont les zones qui sont inondées pour la crue de référence. Et on retrouvera également en violet les zones qui ne sont pas inondées pour la crue de référence, mais qui le sont pour des crues supérieures, que l'on va appeler crues exceptionnelles, qui correspondent à 2 fois les apports hydrauliques de la crue de référence. Alors, comment lire cette carte d'aléa? Cette carte d'aléa, elle représente les caractéristiques de la zone inondable selon une échelle de catégorisation que vous retrouvez sur la partie gauche de la diapositive, qui va venir croiser 2 informations qui permettent de définir les niveaux de danger auxquels sont exposés les personnes et les biens par rapport aux caractéristiques physiques des débordements de l'Arc. La première de ces caractéristiques, c'est la hauteur d'eau, que vous allez retrouver sur la colonne de gauche du petit tableau de croisement. Le deuxième de ces paramètres, c'est la vitesse des écoulements, qui est caractérisée en tout point du territoire. Et en croisant ces 2 paramètres, on va pouvoir venir définir le niveau de l'aléa, donc ce qui correspond aux couleurs jaune et orange pour l'aléa modéré, et aux couleurs rouge et rouge foncé pour l'aléa fort et très fort. Donc c'est cette caractérisation de l'aléa qui est la première étape qui est nécessaire pour procéder à la révision du PPRI. On va passer à la diapositive suivante, qui va vous permettre de comprendre que le zonage réglementaire n'est pas la lecture directe de cette carte d'aléa. Et ça, c'est une nouveauté, une évolution par rapport au PPRI existant, qui est en application sur la commune de Berre et que vous avez l'habitude de connaître, qui comprenait 2 types de zones, les zones bleues et les zones rouges. Zone rouge inconstructible, zone bleue, zone constructible, les zones bleues correspondant à l'aléa modéré et les zones rouges correspondant à l'aléa fort. En fait, l'évolution qui intervient à ce stade et qui est portée par cette révision du PPRI de Berre, c'est également une évolution qui est liée à l'actualisation des principes de prévention du risque d'inondation, qui va venir permettre de croiser à la fois les caractéristiques de l'aléa inondation, c'est-à-dire de la physique des débordements, avec l'occupation des sols, puisque le risque,
c'est bien le croisement de ces enjeux par rapport à la présence humaine et à la présence de ces équipements, de ces bâtiments, et de la présence des débordements de l'arc. Donc pour ce faire, on va venir caractériser l'occupation du territoire selon ce qu'on appelle des enjeux, une cartographie des enjeux que vous allez retrouver dans le document que vous aurez en accès pour cette phase de concertation publique. Donc ce classement de l'occupation des sols se fait selon 3 catégories. Une première catégorie que l'on va appeler la zone peu ou pas urbanisée, le ZPPU, qui est la colonne pas tout à fait la plus à gauche du tableau que vous pouvez voir sur cette diapositive. La zone peu ou pas urbanisée, c'est la zone qui, comme son nom l'indique, est peu ou pas construite avec des zones agricoles, naturelles ou avec des constructions un peu diffuses. A contrario, on va pouvoir venir caractériser des zones beaucoup plus densément bâties, avec également des fortes mixités des fonctions, de l'habitat, des services publics, du commerce. Lorsque l'on a tous ces éléments de manière simultanée, on va venir définir une occupation du sol comme celle d'un centre urbain. Et lorsque l'on ne se situe pas en zone peu ou pas urbanisée ou en zone de centre urbain, on se situera dans ce qu'on appelle des autres zones urbanisées. Donc vous avez là les 3 colonnes les plus à droite du tableau qui définissent l'occupation des sols. Dernier élément, sur le territoire de l'Arc, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau est venu définir ce qu'on appelle des zones d'expansion des crues, qui sont des zones qui sont essentielles pour préserver les débordements de l'Arc et ne pas exposer plus les territoires qui sont actuellement soumis au risque d'inondation. Et donc on viendra apporter également, en conformité avec ce SAGE, une réglementation spécifique pour cette zone d'expansion des crues. Donc, sur ce tableau, on va pouvoir maintenant lire les principes de prévention qui vont s'appliquer à cette révision du plan de prévention des risques d'inondation de Berre-l'Étang, à savoir un premier principe qui est celui que dans les zones qui sont aujourd'hui peu ou pas construites, qui sont peu ou pas urbanisées, on ne pourra pas venir implanter de nouvelles constructions, de nouveaux enjeux avec un principe d'inconstructibilité rouge, donc systématiquement pour les zones peu ou pas urbanisées. A contrario, et chacune à leur niveau, on va pouvoir porter un principe de renouvellement urbain, et avec ce principe de renouvellement urbain de constructibilité, pour les zones d'aléas modérés en autres zones urbanisées et en zones de centre urbain. Et pour les zones d'aléas forts, qui sont les plus fortement exposées, on aura également dans ces zones d'autres zones urbanisées et de centre urbain un principe d'inconstructibilité, mais qui sera modulé également par rapport aux enjeux de renouvellement urbain, donc avec une zone orange où le principe est globalement l'inconstructibilité. Dans la zone d'expansion des crues, quel que soit le niveau d'aléa, on sera sur un principe d'inconstructibilité. Et enfin, pour la zone d'aléa résiduelle, qui correspond à la zone inondée pour la crue exceptionnelle, mais qui n'est pas inondée pour la crue de référence, on aura un principe de constructibilité avec des principes de prévention qui va être figuré par une zone violette sur le zonage réglementaire. Je vous propose, avant de passer un zoom sur ce zonage réglementaire, de visualiser à travers une petite représentation 3D la zone inondable par les débordements de l'Arc sur la commune de Berre-l'Étang. Je présente la zone inondable par débordement de l'Arc à Berre-l'Étang. Vous retrouverez en bleu les zones inondées pour la crue de référence et en violet celles qui le sont au-delà pour la crue exceptionnelle. Le dégradé de bleu vous indique du bleu clair au bleu le plus foncé les hauteurs d'eau les plus faibles vers les hauteurs d'eau les plus importantes. Nous allons suivre le cours de l'Arc de l'amont jusqu'à l'embouchure. Après avoir franchi la départementale 10, les débordements de l'Arc s'étendent de part et d'autre en rive gauche et en rive droite de l'Arc. Ils font également l'objet d'une zone réglementée par le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de l'Arc, par la zone d'expansion des crues, le ZEC. La zone inondable pour la crue de référence vient border la zone industrielle que vous apercevez sur la gauche de l'écran. Après avoir franchi la rue Henri Vallon,
Nous laissons sur notre gauche le stade de la Monne pour suivre le boulevard Henri Barbus, qui marque la limite de la zone inondable pour la crue de référence. Nous suivons désormais l'avenue Sylvanès, au-dessus de l'école élémentaire Zola, et laissons sur notre droite le cimetière. Et atteignons désormais le centre historique de Berlétan. Depuis le lit mineur de l'Arc, les débordements traversent la ville pour rejoindre l'étang de Berre. Nous allons retourner désormais vers le lit mineur de l'Arc. Nous laissons sur notre gauche les Salins et sur notre droite l'avenue Sylvanès. Le survol de la plaine agricole de l'Arc montre qu'elle est très largement concernée par les débordements de la crue de référence de l'Arc. Après avoir laissé la Suzanne sur notre gauche, nous rejoignons le lit mineur de l'Arc, au niveau de Saint-Estève, également concerné par les débordements. Nous descendons désormais le long de l'Arc. En rive droite, le hameau de Morand est très impacté par les débordements de l'Arc. Ce débordement concerne la totalité de l'embouchure de l'Arc et notamment le secteur des Sagnas et de la plage de Champigny. Donc on va revenir maintenant à la présentation. Je vais vous représenter donc la manière dont on obtient ce zonage réglementaire sur la base de ce tableau de croisement. Donc vous retrouvez sur la partie en haut à gauche de cette diapositive la carte d'aléas, c'est-à-dire la physique des débordements de l'Arc pour la crue de référence et sa crue exceptionnelle. Sur la partie inférieure gauche de cette diapositive, vous retrouvez la caractérisation de l'occupation du sol à travers les trois zones que sont l'autre zone urbanisée en orange, la zone de centre urbain en bleu foncé et les zones peu ou pas urbanisées qui sont représentées ici en vert. Donc quand on vient superposer ces deux niveaux d'information en les croisant avec le petit tableau de croisement que je viens de vous présenter, on obtient le zonage réglementaire avec en zone rouge les zones globalement inconstructibles, en zone bleue, bleu clair et bleu foncé, les zones globalement constructibles, et en zone violette, une zone qui fait l'objet de principes de prévention. Donc sur la diapositive suivante, je vous propose simplement un petit zoom sur les secteurs de centre urbain qui se situent en bas à droite de cette diapositive et également sur les deux petites zones d'urbanisation un petit peu plus denses qui sont les hameaux de Morand et de Saint-Estève. Donc vous pourrez en commune avoir un affichage de grande taille sur des panneaux d'exposition de ce zonage qui est également téléchargeable sur le site internet de la préfecture, sur les pages relatives à cette phase de concertation publique et qui vous permettront de zoomer notamment au niveau de votre parcelle si cela vous intéresse. Le dernier point que je voulais vous présenter dans la diapositive suivante, c'est ce qui concerne les règles qui s'appliquent donc à ce zonage. Je vous ai déjà présenté les grands principes relatifs aux couleurs de ce règlement. Je vais plutôt vous présenter la manière dont on peut lire ce règlement. Il va se décomposer en deux grandes sections. Une première section qui va concerner les projets nouveaux, ce qu'on appelle les projets nouveaux, ça va être les constructions nouvelles évidemment, mais également toutes les évolutions du bâti existant à travers les opérations de changement de destination, à travers les opérations d'extension ou celles de démolition-reconstruction. Donc pour chacune de ces zones rouge, bleu clair, bleu foncé, orange azédu, orange chéu et violette, vous allez retrouver une section qui détaille ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et lorsqu'il y a des projets qui sont autorisés, les prescriptions qui sont applicables à ces projets.
La deuxième section de ce règlement, et c'est là une des spécificités des plans de prévention des risques naturels, c'est que ce règlement va venir définir, en dehors des projets, les règles qui sont obligatoires à mettre en œuvre pour venir apporter une réduction de la vulnérabilité pour les constructions existantes. Donc en dehors des projets existants, il y aura une nécessité pour les bâtiments existants de procéder dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation de la révision à la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de réduction de la vulnérabilité, mesures de réduction de la vulnérabilité qui donnent droit à des subventions au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les particuliers et pour les entreprises de moins de 20 salariés. Donc vous avez eu ici un aperçu de la composition de ce plan, de comment on a procédé pour aboutir à cette révision. Et je vais maintenant redonner la parole à Julien Langumier qui va vous présenter les modalités de la concertation publique, ce qui va se passer, et la suite de la procédure jusqu'à l'approbation de cette révision. Merci bien, en effet, ça va nous permettre de conclure cette présentation avant de passer aux questions. Tout d'abord, sur la concertation publique, je vais peut-être regrouper les différents supports en deux grands éléments. Il y a d'abord ce que nous mettons en œuvre pour expliquer le document et vous donner accès à ce projet de révision. Tout d'abord, la réunion publique d'aujourd'hui, je précise qu'elle est dématérialisée. Je précise aussi qu'on va la compléter par des permanences que l'on va tenir en commune pour aussi permettre un échange en présentiel, bien sûr dans le respect des gestes barrières. Nous allons organiser ça début mars en lien avec la commune et donc nous vous ferons passer les dates de permanence, a priori une demi-journée, qui permettra à ceux qui ne sont pas à l'aise avec tous ces supports numériques de venir nous rencontrer directement et de nous adresser leurs questions. Par contre, nous vous demandons de prendre rendez-vous pour ces permanences en présentiel. Et vous voyez sur cette slide, nous ouvrons aujourd'hui une boîte mail dédiée à la concertation, ddtm-concertation-ppri-arc@bouchesdurrhône.gouv.fr. Donc c'est bien sur cette adresse, à la fois que vous pouvez nous solliciter pour participer à cette permanence en présentiel qu'on tiendra début mars, mais évidemment nous adresser vos questions, nous faire passer vos observations et cette adresse mail fonctionne un peu comme un registre dématérialisé. Il y aura bien sûr un registre papier qui sera présent en commune, aux côtés du dossier PPRI qui est présent au format papier, aux côtés aussi des panneaux d'exposition qui vous apportent une vision sur des panneaux assez confortable en termes de lecture et qui permet d'aller à l'essentiel et de vulgariser les aspects les plus techniques du plan. Donc voilà globalement l'ensemble du dispositif de concertation. Le courrier reste tout à fait possible, figure sur cette slide l'adresse de la DDTM à laquelle vous pouvez aussi adresser vos observations. Et nous ouvrons donc là un temps de concertation pour une durée de 2 mois, donc jusqu'au 11 avril, qui vous donne le temps à la fois, je le rappelle, 2 grands temps forts de la concertation. Un, de prendre connaissance du document à travers tous ces supports, tous ces médias. Deuxièmement, que vous puissiez nous adresser vos observations, vos questions, et je rappelle évidemment qu'on apportera une réponse à chacun des avis ou des observations qui nous seront adressées. L'ensemble de cette concertation publique sera bien sûr transmise au commissaire enquêteur, et j'en profite peut-être pour clore cette présentation sur la suite de la procédure jusqu'à l'approbation de la révision du plan. À l'issue de la concertation publique, une phase de consultation officielle des acteurs institutionnels sera organisée. C'est une partie de la procédure qui est précisée par le Code de l'environnement. Seront bien sûr consultés pour avis la commune, la métropole, qui pourront exprimer leur avis à travers une délibération, soit du conseil municipal, soit du conseil métropolitain. Et puis les autres acteurs classiques, conseil départemental, conseil régional, les chambres consulaires également, les services de secours du SDIS, le syndicat de rivière sera aussi consulté. Dernier temps fort de la procédure, qui vous concerne plus directement, c'est l'enquête publique. On l'a déjà évoqué.
La différence avec la concertation publique, c'est que l'enquête publique est animée par un commissaire enquêteur qui est indépendant, alors que la concertation publique, c'est bien le maître d'ouvrage du PPRI qui la met en œuvre. Cependant, le maître d'ouvrage va bien sûr transmettre la synthèse de la concertation publique qui permettra au commissaire enquêteur de mieux prendre la mesure de l'enquête publique, des enjeux qui ont déjà été exprimés. Et c'est pour ça qu'on tient à ce que, si vous voulez vous exprimer, vous le fassiez dans le cadre de la concertation publique pour avoir cet échange avec nous, avec la maîtrise d'ouvrage, quitte à revenir dans un second temps auprès du commissaire enquêteur pour lui faire partager aussi vos avis et vos observations. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer aux questions, si vous avez pu en poser. Je vais me retourner vers notre animateur. Alors, pour l'instant, non, j'ai pas de questions en ligne. Peut-être en attendant que quelques questions arrivent. Est-ce que vous souhaitez, je sais pas, compléter des points, donner des niveaux d'explication, peut-être plus dans le détail sur certains sujets, Julien ou Clément ? Si on peut prendre un peu plus de temps, c'est vrai qu'on avait préparé une dernière diapositive pour prendre le temps, voilà, parfait, merci, d'expliciter quelque chose qui touche directement les habitants de la commune de Berre à travers la révision de ce plan de prévention des risques, puisque pour tous les enjeux habitat, donc toutes les maisons qui sont dans le zonage de l'alerte de référence du plan de prévention des risques, Clément Gastaud l'a rappelé, des mesures de réduction de la vulnérabilité seront demandées et rendues obligatoires avec un délai de 5 ans pour les réaliser. Le PPRI apporte en ce sens une contrainte, mais cette contrainte ouvre aussi un droit à subvention. Et je voudrais insister sur ce point-là, puisque jusqu'à présent, ces mesures de réduction de la vulnérabilité étaient financées à hauteur de 40%, et depuis l'année dernière, ces mesures sont financées à hauteur de 80%. On voit bien que l'effet levier pour réaliser ces mesures est aujourd'hui beaucoup plus important. Peut-être sans les lister entièrement, vous en prendrez compte, vous pourrez les parcourir et les découvrir dans le règlement du plan de prévention des risques. Globalement, l'idée, c'est de réduire la vulnérabilité de l'habitat et d'assurer la sécurité des personnes. Première mesure un peu emblématique, qui est réservé plutôt aux maisons de plein pied qui ne disposeraient pas de niveau de refuge, il est demandé de réaliser un niveau refuge, c'est-à-dire une pièce supplémentaire au-dessus des plus hautes eaux qui permet de se mettre à l'abri le temps du passage de la crue. Bien sûr, cette mesure est conditionnée au fait, elle est rendue obligatoire que si elle ne représente pas plus que 10% de la valeur vénale du bien. Donc dès lors que ce projet est trop coûteux par rapport à la valeur du bien, cette mesure n'est plus rendue obligatoire. Cependant, dès lors qu'elle reste obligatoire, elle est financée à hauteur de 80%, ce qui est un élément assez important et intéressant du plan de prévention des risques d'inondation. Autre mesure, et je n'irai pas forcément plus loin dans le détail, mais une mesure qui est assez simple, qui est souvent mise en pratique localement, territorialement, c'est la mise en place de bâtards d'eau, qu'on voit en bas à gauche sur cette diapositive, c'est-à-dire de systèmes d'obturation des entrées qui permettent en général de gagner du temps et qui permettent de répondre aux petites crues pour éviter que les débordements de l'Arc, les inondations, rentrent à l'intérieur des maisons. Ce système est relativement simple, il est efficace jusqu'à un certain point. Si les hauteurs d'eau sont trop importantes, bien évidemment, ce système n'est pas suffisant. Si l'inondation dure trop longtemps également, on aura d'autres problématiques que ne parviendront pas à stopper ces systèmes d'obturation. Mais là aussi, l'installation de bâtards d'eau sur les ouvrants qui sont en dessous des plus hautes eaux sera financée à hauteur de 80%, ce qui est un élément important et intéressant, encore une fois, du plan de prévention des risques d'inondation. Clément, est-ce que vous voulez rajouter un point avant peut-être qu'on arrête là nos travaux? Oui, on peut rajouter un point, hein. C'est que moi j'invite tout un chacun à consulter en ligne les documents qui composent ce plan, à prendre connaissance du rapport de présentation. Ce rapport de présentation, il vous explique non seulement de manière plus détaillée que ce qu'on l'a fait ce soir, la manière dont on a produit cette révision
ce projet de révision du PPRI de Berlétan, il vous apporte aussi des informations sur les historiques des différentes crues qui sont survenues sur le territoire. Ils vous permettent de vous approprier cette connaissance, et je le rappelle, le PPRI vient apporter, mais vous connaissez ça, donc qui est déjà concerné par un PPRI, un certain nombre de principes et de règles de prévention, mais chacun reste également acteur de sa propre sécurité, et pour être le plus en sécurité, il faut être bien conscient des risques auxquels on peut être confronté sur les territoires sur lesquels on vit. Et donc c'est pour ça que je vous invite à prendre connaissance de ces cartes d'aléas et également bien sûr de ces cartes de zonage, et à poser toutes les questions, à nous faire part de toutes les observations qui vous sembleraient utiles ou qui vous seraient nécessaires, de manière à ce que cette concertation puisse s'enrichir des contributions de tous les acteurs du territoire. Alors, on a une question qui vient d'arriver, qui demande quels sont les critères permettant de déterminer une zone peu ou pas urbanisée. Alors, merci pour cette question. Vous l'avez vu, en effet, on est rentré un peu dans le détail de cette méthodologie, et vous avez compris, si on distingue les zones peu ou pas urbanisées des zones déjà urbanisées, c'est parce qu'on applique sur les zones peu ou pas urbanisées des principes de prévention plus forts, qui consistent à ne pas ouvrir une nouvelle urbanisation dans les zones inondables aujourd'hui non bâties. La question de la caractérisation de ces secteurs-là, des zones peu ou pas urbanisées, c'est faite sur une appréciation assez fine à partir de critères géomatiques, c'est-à-dire de données géographiques qui nous montrent où sont les bâtis. On a pu regrouper les bâtis relativement proches dans une enveloppe urbaine qui correspond globalement au centre urbain et aux autres zones urbanisées. Et à l'inverse, ce qui n'était pas dans cette enveloppe, qui correspondait plutôt à du bâti diffus, a été qualifié en zone peu ou pas urbanisée. Donc on a fait ce travail assez finement, on a fait des visites de terrain également pour conforter l'analyse cartographique qu'on a pu faire. Et puis, je dois le préciser, ce travail a été partagé. En tout cas, on a associé la commune qui connaît bien son territoire, qui connaît bien aussi les récentes autorisations d'urbanisme qui ont pu être délivrées. Donc c'est en association avec la commune qu'on a fait ce travail, et je pense que la meilleure façon de donner une suite à votre question, c'est sans doute, bien évidemment, peut-être sur le secteur qui vous concerne, de ne pas hésiter à revenir vers nous avec un mail plus précis, si vous voulez qu'on développe notre réponse dans un cas particulier. Voilà, en vous référant à la carte des enjeux, vous pouvez vous positionner et voir sur quel secteur vous êtes et comprendre la cohérence de notre enveloppe verte qui correspond aux zones peu ou pas urbanisées. Alors, peut-être dans la suite de la question précédente, on nous demande quelle est la base légale ou réglementaire qui définit cette zone peu ou pas urbanisée. Donc, Clément, je vais répondre à cette question qui est effectivement intéressante. Comme ça a été précisé dans la présentation, les plans de prévention des risques naturels découlent des dispositions du Code de l'environnement qui encadrent la manière dont on élabore et on procède pour mener les PPRI et leur révision. Et ces dispositions réglementaires ont fait l'objet de précisions, ont été confortées à travers le décret qui est paru le 5 juillet 2019 et qui vient préciser justement cette notion de zone peu ou peu urbanisée. C'est également des éléments qui découlent de plus longue date que cette évolution réglementaire de la jurisprudence qui est relative au PPRI. Peut-être pour approfondir sur un plan plus pratique la réponse à cette question, préciser que la manière dont on travaille dans le département des Bouches-du-Rhône est homogène pour l'ensemble des territoires, c'est-à-dire que l'on pratique une méthodologie qui permet d'assurer une équité de traitement dans la délimitation de ces zones peu ou peu urbanisées, autres zones urbanisées et centres urbains
par rapport à l'ensemble des territoires qui sont touchés. Donc je peux le préciser, hein, sur les PPRI qui ont été récemment approuvés également sur le bassin versant de l'Arc, notamment à Aix-en-Provence et à Bouc-Bel-Air, on a suivi exactement le même type de méthodologie et les mêmes typologies de critères. Ok. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors, est-ce que vous souhaitez peut-être rajouter un point? Sinon, il nous restera peut-être, je ne sais pas, Clément. Alors, moi, je peux apporter un point pratique, hein, pour ceux qui nous suivent ce soir et qui souhaiteraient poser des questions par rapport à des terrains, des bâtiments qui les concernent et sur lesquels ils souhaiteraient avoir des précisions ou faire part d'observations, pour qu'on puisse apporter les réponses les plus détaillées et les plus constructives dans le cadre de cette concertation publique. Autant que cela vous est possible, si vous pouvez nous préciser les adresses ou les références parcellaires des terrains sur lesquels vous posez des questions, ça nous permettra d'avoir une analyse qui soit très précise, à la fois pour éventuellement vous préciser, vous clarifier les niveaux d'aléas auxquels ces terrains sont concernés et également pouvoir venir vous préciser également la façon dont on a travaillé, dont on peut justifier de la qualification des enjeux et donc du zonage qui résulte de ces deux paramètres que l'on a appréciés à l'occasion de cette révision. Dernier point que je voudrais préciser à l'occasion de la réponse à cette question, c'est que vous l'aurez noté, hein, il y a une évolution dans les principes de prévention entre le PPRI qui était approuvé jusqu'à présent, hein, qui maintenant est assez ancien, hein, puisqu'il a quasiment une vingtaine d'années, et également cette révision qui vient permettre de faire profiter au territoire des principes de prévention les plus actuels et également du fait que ces principes de prévention prennent en compte les caractéristiques de l'urbanisation, ce qui n'était pas tout à fait le cas de la version actuelle et qu'on va réviser de ce plan de prévention des risques d'inondation. Parfait, merci Clément pour ces quelques précisions. Merci à vous deux pour cette description très précise. Écoutez, si on a fini, je vérifie. Ah si, tiens, d'autres questions sont arrivées. Alors, bougez pas. Voilà. Si je regarde votre carte sur la base de ce critère, un grand secteur de la commune de Berre est inconstructible, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Alors typiquement sur une question comme ça, peut-être on touche aux limites du format numérique, il faudrait qu'on sache exactement de quel secteur on est. Par contre, je crois qu'on peut répondre à la question en rappelant ce que disait Clément Gassot à l'instant. Des secteurs de la commune de Berre sont rendus inconstructibles par la révision du plan de prévention des risques d'inondation, notamment parce que le principe de prévention selon lequel une zone non urbanisée inondable doit rester inconstructible et non bâtie va s'appliquer dorénavant avec ce nouveau plan de prévention des risques d'inondation. Cependant, attention à la comparaison entre le plan de prévention des risques d'inondation de 2001 et le projet de révision. Vous avez en tête, bien sûr, que les droits des sols sont régis par le document de planification. Donc, il y a aussi cette dimension-là à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du plan de prévention des risques d'inondation, la grande nouveauté de la révision, c'est bien sûr l'application de ce principe, mais qui est en vigueur depuis longtemps en France, de la préservation des zones inondables non bâties par rapport à des nouvelles constructions. Donc ce travail, on est venu le faire de manière très fine à Berlétan. Sachez que cette enveloppe de la zone urbaine a fait l'objet vraiment d'un travail assez poussé, d'échanges nombreux avec la commune, et d'une analyse au plus juste de cette analyse territoriale. Je rappelle aussi que c'est une analyse qui est faite sur la base de la réalité de terrain. Ce n'est pas une analyse qui prend en compte un zonage de planification d'urbanisation future. Il faut savoir que le PPRI, sa boussole, c'est vraiment l'augmentation de la vulnérabilité par rapport à la situation existante. Donc des terrains qui ne sont aujourd'hui pas bâtis sont considérés comme tels par le travail de cartographie de l'occupation des sols, de la cartographie des enjeux, par le plan de prévention des risques inondation. Mais là encore, pour prolonger ce premier échange qu'on a, je pense que c'est intéressant que vous puissiez nous adresser
le secteur que vous avez en tête, une référence parcellaire, une adresse, pour qu'on puisse vous expliquer la déclinaison de la méthodologie sur ce secteur précis. Oui, la personne précisait au niveau de cette enveloppe qui était abordée qu'une partie de cette enveloppe notamment concernait le centre-ville de Berre. Encore une question, la commune est-elle d'accord sur cette analyse car elle vient en contradiction avec un PLU récent, point d'interrogation. Alors, il est difficile évidemment pour nous de répondre à la place de Monsieur le maire. Je dois dire que on aurait été en réunion publique, Monsieur le maire aurait pu ouvrir la réunion publique en présentiel et se positionner par rapport à une telle question. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le plan de prévention des risques est une démarche portée par les services de l'État sous l'autorité du préfet et donc engage en premier lieu la responsabilité de l'État sur ce document. Ce qui est important aussi de rappeler sur ce point-là, c'est que la procédure prévoit bien l'expression d'un avis officiel de la commune à travers une délibération du conseil municipal. Donc je me garderai bien évidemment de répondre à la place de la municipalité. Cependant, sur le plan de la méthode, le travail technique qu'on a pu développer a été important. Nous avons fait plusieurs réunions, expliqué notre méthodologie, vu un certain nombre de secteurs particuliers que nous avait demandé d'examiner les services de la commune. Et donc, ce qui vous est présenté aujourd'hui, c'est bien le résultat de ce travail qui a passé du temps à traiter ces différents échanges et à examiner secteur par secteur cette frontière, notamment entre la zone urbanisée et la zone non urbanisée. Sur le secteur du centre-ville de Berre, là aussi, il faudrait sans doute préciser, hein, on est sur un secteur avec beaucoup de zones bleues, donc qui gardent un caractère constructible. Et je rappelle que la zone bleue impose des prescriptions, notamment décalage des premiers planchers au-dessus des plus hautes eaux. En zone bleue, c'est principalement ça la principale mesure de prévention apportée par le plan de prévention des risques d'inondation. Parfait, merci Julien. Je regarde, nous n'avons pas d'autres questions. Peut-être que si vous le souhaitez, on peut peut-être achever là cette réunion en vous remerciant tous d'avoir assisté, d'avoir posé des questions. Je vous rappelle que pour la suite, comme l'indiquait Julien tout à l'heure, il y a un site internet sur lequel vous pourrez poser des questions, qu'il y a des registres en mairie et que surtout, il y a cette adresse courriel à laquelle vous pouvez écrire pour poser des questions. Je vous la rappelle, ddtm-ppri-arc-bouche-du-rhône.gouv.fr. Voilà. Pour plus de facilité, je vais même l'afficher à l'écran une dernière fois. Voilà. Comme ça, vous pourrez le cas échéant la recopier plus en détail. Et puis voilà, écoutez, je pense encore une fois, on vous remercie d'avoir été nombreux à participer à cette réunion. Et puis à très bientôt peut-être pour la suite de la concertation. Merci et bonne soirée.